Yo, salut à tous et bienvenue sur OM Revolt Podcast, la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord débriefer le match Montpellier-OM qui s'est joué samedi soir à 21h. Et ensuite, nous parlerons un petit peu de la vente OM pour parler surtout des conflits entre supporters qui animent pas mal les réseaux sociaux. Et ensuite, on essaiera peut-être aussi de parler de Sampaoli, en tout cas de l'effet Sampaoli. On parlera surtout de comment les joueurs vivent ce changement d'entraîneur et comment, s'ils arrivent surtout à s'adapter au style Sampaoli. Donc on en parlera un petit peu dans le débrief et on va développer tout ça par la suite. Donc déjà, premièrement, on va lancer le débrief. Je vais donner mon point de vue sur ce match que j'ai trouvé intéressant dans l'intensité, mais malheureusement décevant dans ce que j'appelle les erreurs habituelles. On commence à s'habituer à certaines erreurs, notamment les buts qu'on se prend en tout début de match ou en tout début de deuxième mi-temps. À chaque fois, c'est récurrent, c'est vraiment récurrent. Avant Sampaoli, on avait ce problème déjà avec Nasser Largué et on a eu aussi sur certains matchs ce problème avec Villas-Boas. Donc, c'est quelque chose qu'on a depuis un moment et qu'on n'arrive peut-être pas à dépasser. Donc il y a une fébrilité en début de match, en début de deuxième mi-temps et en fin de match. On a une fébrilité sur ces trois moments. Là, dans ce match, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. C'est pas dans tous les matchs, mais dans les matchs qui sont, on va dire, des matchs importants, très importants, qu'il ne faut surtout pas perdre et qu'il faut surtout gagner, on n'a pas réussi à faire ce qu'il fallait. Déjà, premièrement, il y a une question qui se pose, c'est la question du piston gauche, notamment avec Luis Enrique qui a été placé comme piston gauche. Alors, je pense que c'est une bonne option, mais défensivement, surtout quand on fait jouer Tchaleta Tsar du côté de Luis Enrique, bah pour moi ça ne matche pas du tout et ça l'a vu déjà au niveau des joueurs, il y a eu pas mal de tensions, notamment sur le deuxième but où Tchaleta Tsar a un petit peu bousculé Luis Enrique. Donc on peut comprendre aussi la position de Tchaleta Tsar, mais ce n'est pas un joueur qui peut donner en quelque sorte la leçon à d'autres joueurs, sachant que lui-même fait énormément d'erreurs déjà sur les courses adverses, des erreurs de placement, d'anticipation déjà, parce que c'était son boulot d'anticiper justement ces erreurs défensives de Luis Enrique, sachant que de base, il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste-là. Donc voilà, donc lui aussi, il a eu un problème, notamment surtout sur le carton rouge, parce que là, clairement, il y avait faute, il y avait carton rouge, il n'y a pas débat. Et donc là, déjà, c'était un problème très important. C'est que psychologiquement, il n'y était pas du tout, quoi. Le joueur n'y était pas, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas... En fait, il y a de l'intensité sans en avoir dans le sens où c'est plus mental. En gros, le mec, on sentait qu'il était frustré de jouer. Ses limites, il était frustré. Je pense qu'il n'a toujours pas dépassé son transfert à Liverpool est toujours en travers de la gorge parce que j'ai l'impression qu'on a un demi-Tchaleta Tsar, on n'a pas le Tchaleta Tsar de début de saison qui avait l'air d'être bien déterminé à faire une belle saison. Je pense que c'est fini. Je pense que c'est un joueur qu'il faut plus mettre. En tout cas, en première mi-temps, c'est un joueur qu'il ne faut pas titulariser. Je pense que c'est un joueur qu'il faut faire rentrer en cours de jeu. Et peut-être qu'il aura un sursaut d'orgueil en étant sur le banc plutôt que de le faire jouer directement. Donc voilà, ça c'est déjà la touche Tchaleta Tsar que j'ai pas vraiment aimé. Il y a aussi dans cette première mi-temps ce fameux premier but qui est très beau. Faut se l'avouer, de Delors qui lobe Mandanda. Mais il faut savoir aussi que bon, c'est un manque de placement de Mandanda et il faut parler de Mandanda. Parce que Mandanda, c'est vraiment un problème aussi récurrent chez ce joueur. C'est un joueur emblématique. Je veux bien l'accepter, mais c'est un joueur aussi qui pose énormément de problèmes au niveau de son aura.
Un gardien de but, surtout quand il est capitaine, il a une certaine aura et cette aura, en fait, elle permet à la défense d'être véritablement serein parce que Mandanda a une certaine période, à un certain moment, notamment la saison dernière, il a fait des arrêts avec des parades qui ont clairement solidifié le mental de sa défense. Et en fait, ça a surtout conforté l'attaque qui se disait, on peut attaquer parce que franchement, là, Mandanda, il est vraiment dans un bon jour et on n'a pas peur en fait. On n'a pas peur de se prendre des buts. J'ai l'impression que psychologiquement, à chaque fois, les joueurs ont peur de cette fameuse contre-attaque. Et quand ils ont peur de cette fameuse contre-attaque, ils font des erreurs. Et là, clairement, on n'était pas dans le match tout de suite. Mandanda a forcément fait une erreur de plus et ça a été très difficile puisqu'il est rentré dans son match que je dirais, vers la fin de la deuxième mi-temps, quand on menait 3-2, c'est là qu'il est rentré un petit peu dans son match, il a fait quelques parades, c'est là qu'il avait l'air un peu plus chaud, mais mis à part ça, voilà, il n'est pas assez sécuritaire. Pour moi, il ne dégage pas cette aura qu'on avait avant de Mandanda, où on se disait, mais de toute manière, ils n'arriveront pas à marquer, on a Mandanda, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1, et là, clairement, je peux dire que c'est fini, son ère, elle est un petit peu terminée. Je pense que Mandanda, ça y est, il va falloir passer le flambeau parce que là, il apporte plus rien, quoi. Et même en termes de charisme en tant que capitaine, c'est trop de sérénité entre guillemets, mais il y a pas de, il gueule pas assez, il apporte pas en tant que capitaine. Pour moi, c'est pas un bon capitaine d'un système à la Sampaoli. Sampaoli qui aime un jeu beaucoup plus dur sur l'homme, avec beaucoup de pressing, beaucoup de vitesse, avec des joueurs qui sont capables, qui doivent se dépasser. Et j'ai l'impression que quand tu as un capitaine qui est aussi lent et léger que Mandanda, t'arrives pas forcément à avoir le bon discours sur le terrain. Et ça, c'est vraiment un problème majeur. Je pense que Mandanda ne devrait pas être capitaine, mais bon, après là, on a déjà fini la saison, donc laissons le capitaine jusqu'à la fin de saison, mais la saison prochaine, va falloir se trouver un joueur qui va... Moi, j'aime bien Alvaro, mais le problème, c'est qu'Alvaro, parlons du cas Alvaro, hein, le problème d'Alvaro, c'est que c'est... Il parle trop, il parle trop. J'aime beaucoup ce joueur parce qu'il a énormément d'influence sur ses coéquipiers par sa grinta. Il a énormément aussi d'influence sur l'arbitre parce qu'il faut pas se leurrer. Alvaro, c'est quelqu'un qui a quand même une certaine pression. Il met quand même une certaine pression. Et qu'on le veuille ou non, ça joue quand même. Mais des fois, il en abuse. Et son problème, c'est que même sur les tout petits trucs, il vient, il râle. J'ai l'impression de voir comment il s'appelle, un Verratti. Vous voyez, Verratti, il s'est pris énormément de cartons au PSG à cause de sa manière de tout le temps se plaindre. Et j'ai l'impression que Alvaro commence à devenir comme ça, un joueur qui se plaint tout le temps. Or, avant, on voyait beaucoup plus sa grinta dans le jeu. Aujourd'hui, on voit sa grinta dans la parole. Il fait que jacter, à chaque fois pester contre l'arbitre parce que il y a un petit truc, là il avait pas sifflé, là il a sifflé. Enfin bref, plutôt que de parler, il devrait mettre son énergie dans le jeu et c'est ce qu'il fait pas, malheureusement. Après, il a fait un match assez moyen, il a pas été exceptionnel, mais il a quand même eu une petite fulgurance entre guillemets où il a fait une très belle passe à Milic qui a qui a redonné la balle à Camara, si je n'oublie pas. Et Camara qui a redonné à Milic, et Milic, il a terminé d'une très très belle façon. Alors, voilà, Alvaro, voilà, son problème, c'est vraiment qu'il faut qu'il se canalise un peu plus. Mis à part ça, c'était un match assez moyen du défenseur. Et je pense que le défenseur qui vraiment, moi, m'a marqué, c'est Balardi, parce que Balardi, il a vraiment fait son match. Il a été vraiment présent. Il a joué vraiment ce rôle de défenseur vraiment
à fond. Il a fait les courses quand il fallait, il a taclé quand il fallait, il a fait quelques erreurs, mais voilà, il n'y a aucun défenseur qui est totalement clean dans un match. Je pense qu'il a vraiment commencé à entamer une certaine évolution dans cette équipe, à prendre une nouvelle stature, et je pense que ça va être de bon augure peut-être pour la saison prochaine, si on le conserve. Je pense qu'il devrait rester sous les ordres de Sampaoli. Je pense que ça peut l'aider à se développer et à se constituer en tant que bon défenseur. Maintenant, après, c'est à voir sur le long terme, hein. Bien évidemment, sur quelques matchs, on le sent, mais moi, en tout cas, je ressens déjà qu'il a de belles capacités en tant que défenseur. Ensuite, on peut parler également de Camara, qui a fait un très bon match quand même, faut pas se mentir. Camara toujours fidèle à lui-même, avec une bonne défense, une présence au milieu. Gay, qui a été bon, mais je pourrais pas dire qu'il était très bon. Il a mis quand même un but, mais je trouve que par moment, ça manque de pressing. Par moment, il y a beaucoup trop d'attente au moment où on lui donne le ballon, alors qu'avant, au tout début de la saison, dès que Gay rentrait, il avait ces petites balles en profondeur qu'il lançait, qui étaient très très intéressantes. Et j'ai l'impression qu'il ne fait plus du tout ça. Maintenant, dès qu'il a un ballon, et je pense que c'est à l'image de toute l'équipe, dès qu'ils ont un ballon, ils se stoppent directement, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en mouvement et ils réfléchissent à qui ils vont donner le ballon. Le problème, c'est que entre-temps, bah, tout le monde est déjà en place. Les joueurs, en plus, ne sont pas assez mobiles. Donc, personne ne vient chercher le ballon. Et donc, du coup, on repart, on redonne le ballon au gardien ou au défenseur. Donc, à chaque fois, on a retrouvé cette situation de jeu dans la première mi-temps. Et ça, c'était vraiment un problème parce on n'arrivait pas du tout à créer le jeu. Et ça, c'est un problème dans le style de Sampaoli. Je pense que c'était parce qu'on a pris déjà derrière un but. Et moi, j'ai toujours dit que le style de Sampaoli, ça repose sur le premier but. Ça repose entièrement sur le premier but. Toute la psychologie du jeu de Sampaoli repose sur le premier but. Après, s'il y a égalisation, il peut y avoir un regain psychologique, ce qui est arrivé puisqu'on a remis en place son système avec un gros pressing et on a pu mettre le deuxième but par la suite. Donc, mais il a fallu un très beau jeu personnel de Milic pour nous amener ce premier but. Et il n'y a pas assez de collectif. Je pense que les jeux en première intention, il n'y en a pas assez. Et ça, c'est parce que je pense que c'est parce qu'on s'est pris ce premier but en 26 secondes. C'était très rapide. Psychologiquement, les joueurs se sont dit, ouh, on part sur un match assez compliqué, on va peut-être jouer le nul. Alors que clairement, il y avait moyen de faire beaucoup plus. Pourquoi même moi, psychologiquement, quand j'ai vu ce premier but, je me suis dit, ouais, je sens qu'on va partir sur un nul parce que ça va être très compliqué de remonter. Parce que quand j'ai vu le style de jeu de l'équipe, ça correspondait plus vraiment à ce que Sampaoli voulait mettre en place. J'avais l'impression que il y avait un blocage qui s'était créé et pour le coup, Montpellier, pour le coup, eux, s'étaient un petit peu lâchés et commençaient petit à petit à nous presser, à attaquer. Et franchement, heureusement que Milic il a marqué son but parce que sinon derrière, ça aurait été très, très, très compliqué. Maintenant, on a mis ce pressing, ce deuxième but qui a été très intéressant. Et à la mi-temps, on a quitté. On a quitté la mi-temps. D'ailleurs, petit point sur Luis Enrique, que je ne vais pas oublier, hein, petit point sur Luis Enrique. Il faut savoir que Luis Enrique, c'est un joueur qui est très bon en 1 contre 1. C'est un joueur qui sait très bien dribbler. Alors, pourquoi il ne le fait pas? Moi, je ne comprends pas. Jusqu'à maintenant, on nous le vend comme un spécialiste du 1 contre 1. On a vu sur certaines phases de jeu qu'il avait cette capacité d'éliminer l'adversaire. Le problème, c'est qu'il ne tente pas assez d'affronter les adversaires. On a besoin d'un feu follet, on a besoin d'un créateur dans le jeu, quelqu'un qui va
dribbler les adversaires, qui va éliminer un ou deux joueurs pour créer des espaces. Le problème, c'est qu'on n'a plus ça. Thauvin n'est plus capable de faire ce jeu de dribble. Ça se voit qu'il se repose entièrement sur sa capacité peut-être à faire sa spéciale ou à centrer, mais il ne fait plus clairement partie de ces feux follets capables à la Ben Arfa de dribbler un, deux joueurs et d'amener le danger à lui seul. Il ne le fait plus, il n'a plus cette capacité ou il n'a plus envie. En tout cas, je ne le ressens plus comme ça. Je pense que l'apport de Lirola est tellement important offensivement que maintenant Thauvin se repose entièrement sur lui. Essaye plus trop de créer le jeu. Ça se voit que Lirola, c'est lui qui fait quasiment tout le travail. Ça, c'est mon point de vue. Après, chacun pense ce qu'il veut. Mais moi, je pense que Lirola, limite, je mettrais Lirola à la place de Thauvin et je mettrais Sakai en dessous. Moi, ça, c'est mon point de vue. Pour moi, Thauvin, il est inutile dans le style de jeu de Sampaoli. Pour moi, Thauvin, il devrait déjà quitter le club et aller jouer à Crystal Palace ou je ne sais quel autre club de bas de tableau de Première Ligue. Pour moi, il n'a plus sa place à l'Olympique de Marseille. Et parce que voilà, son style de jeu aujourd'hui ne marche plus. Il y a plus rien dans son style de jeu qui marche. Pour moi, il n'a plus les fulgurances qu'il avait à une certaine époque. Il a abandonné tout ça. Et après avec l'âge, il faut évoluer. Mais on est dans une équipe où on a vraiment besoin de ce type de joueur qui soit capable d'éliminer parce que quand on essaie de se faire des passes, on n'arrive pas forcément à trouver des solutions. Et c'est là faut amener ce petit génie technique. Et on pensait à Thauvin. Alors Payet, je comprends un peu mieux le fait qu'il ait arrêté de trop rentrer dans ses phases de dribble. Parce que, parce que Payet, c'est plus pour moi un génie de la passe. C'est quelqu'un qui va trouver cette dernière passe. Il va faire peut-être un crochet et ensuite il va trouver cette belle passe pour amener un but. Après, de temps en temps, il tente, mais on voit bien aussi que lui aussi, avec un certain âge, il n'arrive plus à créer cette dynamique de dribble. Et moi, je pense que c'est des joueurs qui peuvent plus créer ça. Et je pense qu'on ne peut pas conserver deux joueurs dans cette position. Je pense qu'on doit garder Payet parce que c'est un meilleur passeur que Thauvin. Et Thauvin, pour moi, il devrait aller sur le banc. Moi, à la place de Thauvin, je mettrais clairement Lirola parce que j'ai l'impression que Lirola, il a beaucoup plus de peps et beaucoup plus de fulgurance dans le jeu offensif que Thauvin. Parce que jusqu'à maintenant, les percées de Lirola, elles sont grave intéressantes. Et Thauvin, voilà, moi je suis blasé en tout cas de Thauvin et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ma position. En tout cas, voilà pour Thauvin. Mais tout ce que je voulais dire sur Luis Enrique, c'est que Luis Enrique, voilà, on nous le vend comme un dribbleur, mais il faut vraiment qu'il tente, quoi. Faut qu'il se lâche un petit peu. Et c'est ça que j'aimais chez Radonjic, parce que Radonjic, quoi que l'on dise, mais c'est un joueur qui tentait. Limite, il se prenait pour CR7, mais au moins, il essayait d'éliminer un ou deux joueurs. Il tentait des dribbles. Il essayait d'amener de l'espace. En fait, il driblait un ou deux joueurs. Et dès que tu dribbles un ou deux joueurs, tu as de l'espace. Tu as plus de temps pour faire quelque chose. Et tu peux créer une situation. Et le problème, c'est que Luis Enrique, des fois, il arrive, il n'y a qu'un joueur. Et derrière, il y a un couloir. C'est-à-dire que tu dribbles ce joueur. Et ensuite, bah, tu peux cavaler, quoi. Et au vu de sa vitesse, eh ben, il pouvait amener le danger. Malheureusement, dès qu'il voit ça, il s'arrête, il repasse le ballon à Payet vers l'arrière et à chaque fois, il me l'a fait au moins aller 4 ou 5 fois. Et donc ça, c'est un véritable problème. Peut-être qu'il n'est pas encore totalement à l'aise dans ce style. Après, il faut dire que en tant que piston, il faut revenir ensuite en défense. Donc, je pense qu'il avait peur surtout de perdre le ballon et de devoir cavaler dans l'autre sens pour venir chercher le ballon, puisque on l'a bien vu. Quand il a fallu cavaler dans l'autre sens, quand il y a eu cette fameuse contre-attaque pour le deuxième but de Montpellier, eh ben, il n'était pas là. Donc voilà. En même temps, peut-être ça explique ça. Mais pour moi, c'est un joueur qui devrait plus tenter. Hein. Parce que pour moi, Radonjic, quoi qu'on puisse dire de lui, même si des fois il fait des conneries, mais pour moi, c'est un joueur qui crée beaucoup de danger à l'adversaire parce qu'en fait, il a une force de proposition qui est très intéressante et je pense que c'est un joueur qui, dans ses dribbles, amène beaucoup de choses. Donc voilà, maintenant après, il lui manque quelques justesses, un petit peu plus de justesse et une meilleure maîtrise de balle, mais pour moi, c'est un joueur qui peut grandir
Alors sous Sampaoli, ça je ne sais pas, on verra bien à la fin de saison. En tout cas en deuxième mi-temps, la deuxième mi-temps, bah, on se prend encore un but ultra rapide. Alors là, bah, les joueurs sont pas rentrés dans le match. Dès la deuxième mi-temps, on s'est fait bousiller très rapidement. Euh, Ce que j'aime bien, c'est que psychologiquement, on n'a pas chuté. Parce que je pense que la première mi-temps, quand on s'est pris un but très rapidement, on a compris qu'on avait été capable de revenir, voire même très bien. Donc là, on était surtout sur un match nul. C'est pas un but qui est, c'est pas comme s'ils ils avaient marqué le deuxième but et nous on n'avait qu'un but. Là, je pense que psychologiquement, ça aurait été très dur de se prendre deux buts très rapides et nous on en a marqué qu'un. Et donc du coup, là, psychologiquement, ça aurait été vraiment beaucoup plus dur. Mais là, comme ils revenaient simplement à 2-2, psychologiquement, on n'était pas totalement atteint et on a pu proposer quelque chose, notamment sur coup de pied arrêté, qui a donné un magnifique but, hein. D'ailleurs, chapeau le minot pour son magnifique but. Mais mis à part ça, après, ça a été un petit peu bourbier. Alors pourquoi je dis bourbier? Tout simplement parce que Sampaoli, j'ai pas aimé le coaching de Sampaoli, tout simplement parce que à un moment donné, on avait commencé à trouver un certain équilibre dans cette phase d'attaque-défense. On commençait à avoir des phases d'attaque-défense et je trouvais qu'il y avait un petit équilibre qui commençait à se créer. C'est-à-dire qu'on commençait à s'habituer complètement à ce style-là d'attaque-défense face à Montpellier alors qu'on était, à ce moment-là, Tchalé Tatsar venait de sauter, voilà, avec son erreur, son tacle complètement débile qui sert à rien. Mais enfin bref, passons. Et je trouvais qu'il y avait un équilibre. Je trouvais qu'on était même dangereux à 10 contre 11 avec Thauvin cette fois-ci. Même si je crache sur lui, faut le dire, Thauvin et Milic commençaient à amener un peu plus de danger vers l'adversaire. Parce que vu que l'adversaire attaquait beaucoup, on avait quelques phases de contre qui étaient intéressant. Milic redescendait un peu trop bas à mon goût et avait du mal à remonter vraiment, mais il était déterminé. Je sentais qu'il était chaud et Thauvin aussi. Et c'est à ce moment-là que l'entraîneur décide de solidifier entre guillemets le milieu de terrain, si on peut dire ça, avec Encham, un joueur qui est inutilisable, enfin, je sais même pas comment le dire, mais en tout cas, il est claqué au sol. C'est un joueur, je l'utilise pas, quoi. Je l'utilise pas, ça sert à rien. Non, il apporte rien. Il apporte clairement rien. Et Cuisance, bah, il est rentré, je sais pas ce qu'il a fait. Donc, pour moi, ça a été une erreur de faire rentrer Encham et Cuisance. Pour moi, ça servait à rien. Il aurait dû attendre. Il aurait dû attendre et je pense que lui, il voulait pas qu'on subisse trop. Mais le problème, c'est que même en les faisant rentrer, on a quand même subi. Donc à un moment donné, il fallait laisser un certain danger offensif. Après, il a fait rentrer Benedetto, mais bon, vous regardez bien Benedetto, ça sert à rien de le faire rentrer dans des matchs comme ça. Ça sert à rien. Franchement, il n'a pas assez de vitesse pour amener un quelconque danger vers l'adversaire. Je pense qu'il fallait laisser Milic et Thauvin. Fallait les laisser encore une bonne dizaine de minutes et je pense qu'on aurait pu peut-être, je dis bien peut-être, marquer un quatrième but. Moi je le sentais et c'est ce que je voulais. Il y a eu la spéciale Thauvin à un moment, elle n'est pas passée loin et pour moi on aurait pu gagner, on aurait pu marquer un deuxième but. Après, il y a une magnifique parade de Mandanda, même si je continue à dire que bah, il a perdu son aura et que malheureusement c'est plus le gardien qu'on avait avant. Et bien évidemment, Thauvin, voilà, bof, Thauvin, voilà, on passe. Et en tout cas, et après il y a eu cette égalisation en toute fin de match qui fait mal. Qui fait mal parce que voilà, il y a quand même eu des hauts et des bas et donc forcément ça a joué sur les émotions et en tant que supporter marseillais, on aime beaucoup les émotions. Quand il y a des matchs à émotion, on est vraiment à fond dedans et voilà, donc c'était quand même un beau match à regarder parce qu'il y avait de l'attaque-défense, il y avait pas mal de choses et au final ça fait un match nul et donc du coup on perd des points.
on perd énormément de points. Voilà, c'est un match qu'on devait gagner et on gagne qu'un point. Lens passe devant. Ils sont à 3 points si je ne me trompe pas. Et donc du coup, ça c'est vraiment un problème majeur. Mais on va faire avec. On va faire avec. On n'a pas le choix. Euh, voilà à peu près pour ce match. Je pense que le style de Sampaoli va fonctionner. Je pense qu'il y a quand même un début de quelque chose. Je sens que les joueurs offensivement ont compris le style. Maintenant, après, il faut presser tout le temps, quoi. Faut amener, faut pas prendre ce premier but en début de match. Faut bloquer, mais faut être intelligent un petit peu et vraiment que les joueurs se lâchent au niveau offensif, quoi. Il faut pas avoir peur, quoi. Même si on se prend 3 buts, il faut quand même que derrière on en mette 5, quoi. Les joueurs, faut qu'ils tentent des choses et je trouve qu'ils tentent pas assez, qu'ils sont trop peureux et j'ai l'impression que c'est la psychologie de Villas-Boas qui est encore là, où tu sais quand tu marques un but, on ferme le jeu et on est là, on attend comme des gogoles. Non, moi j'aime pas cette philosophie-là. Moi j'aime l'attaque, j'aime l'OM d'antan comme le fait Lens en ce moment avec son style très offensif. Voilà, ils calculent rien, ils jouent à fond, ils se font plaisir. Voilà, ça c'est une équipe qui peut être dangereuse juste par l'envie. Et c'est exactement ce que l'OM était et devrait être. Mais bon, après, ça va demander du temps et en plus, il fait ça avec une équipe qui va partiellement disparaître vu que la majorité des joueurs vont partir. Donc on verra bien ce que ça va donner pour le prochain match et la fin de saison. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Ça a duré quand même presque 30 minutes. Voilà. Donc là, on va passer, bah, bien évidemment, on va parler de la vente OM. Alors, pour la vente OM, alors bien évidemment, je ne vais pas vous amener de nouvelles infos, hein. Je ne suis pas un spécialiste de la vente OM comme certains médias, notamment Massilia Football ou encore et bien d'autres, hein. J'ai pas de nom en tête tout de suite, mais il y a pas mal de médias qui parlent de la vente et qui ont des infos puisqu'ils font intervenir pas mal de personnes qui ont des contacts, hein, qui disent avoir des contacts. Moi, bien évidemment, je suis un pro-vente, je vais pas vous le mentir, je vais pas vous le cacher. J'ai discuté avec Thibaut Vézirian sur Instagram, j'ai discuté avec pas mal de personnes, voilà, et ça me paraît plausible. Maintenant, après, on verra bien. Mais en tout cas, je suis pas là pour parler de mes états d'âme vis-à-vis de la vente. C'est pas ça surtout. Je veux parler surtout d'une situation très bizarre qui se passe sur les réseaux. Il y a un conflit. Il y a un réel conflit entre les pros-ventes et les anti-ventes. Alors, les anti-ventes, je vais pas dire que ce sont des gens qui veulent pas la vente, mais en gros, il y a deux formes d'anti-vente. Il y a ceux qui vraiment soutiennent McCourt dans son nouveau projet qu'il nous a vendu il n'y a pas très longtemps, avec sa tournée médiatique un peu chelou, où il disait vouloir regagner la coupe, la coupe aux grandes oreilles. Je ne sais pas s'il parlait de Di Maria ou s'il parlait vraiment de la Ligue des Champions. Après ça, c'est à lui de nous l'expliquer, même s'il nous a pas donné vraiment de détails sur le sujet. Mais bon, on va spéculer du coup, hein. Donc voilà. Donc moi, j'ai entendu Ligue des Champions. Donc soi-disant léguer le club à ses petits enfants. Enfin bref, vous avez compris tout le blabla médiatique. Et il y a des gens qui sont vraiment chauds pour le projet de McCourt. Alors, les gens qui sont chauds pour le projet de McCourt, j'ai discuté avec certains d'entre eux, et eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout la stabilité. Alors, ils veulent plus des hauts et des bas, des changements à gauche, à droite. Ils sont déjà satisfaits que les personnes qu'ils détestaient ont, entre guillemets, quitté le club, parce qu'il ne faut pas se mentir, Hero est toujours là, il dirige toujours plein de choses, et même structurellement parlant, si tu regardes au niveau de la paperasse, il est toujours président de l'OM. Ça, ce sont des choses que tu peux trouver sur Internet. Donc, voilà. Donc, il est toujours président de l'OM, même s'il l'est plus officiellement, hein. Officieusement, je pense qu'il gère encore pas mal de choses.
parce qu'il a des parts dans l'Olympique de Marseille. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va toujours être là tant que l'Olympique de Marseille n'est pas vendu. Spéculation, je ne sais pas si ce sera vendu. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc ces gens-là qui supportent McCourt, j'ai débattu, ils m'ont expliqué tout simplement, hein. Moi, j'ai trouvé ça assez pertinent. Ils m'ont simplement expliqué que jusqu'à maintenant, McCourt n'était pas là. Queiroz a fait n'importe quoi. McCourt est venu, il a recadré tout ça. Et maintenant, ils veulent bien croire à quelque chose. Hein, maintenant, ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que les finances ne sont pas au top. Mais comme ils le disent si bien, et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce ne sont que des supporters. C'est-à-dire qu'ils aiment leur club, mais ils ne gèrent pas les finances. Et quand le propriétaire vous dit, vous inquiétez pas, ça va passer, qu'est-ce que vous pouvez faire, mis à part vous dire, écoutez, j'espère que ça va passer, et puis voilà, parce que vous êtes supporter et que vous n'avez pas la capacité de réellement changer les choses au sein du club. Parce que là encore, j'amène un autre débat. J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, oui, c'est nous qui avons jarté Héros, c'est nous qui l'avons bougé. Techniquement, si tu regardes bien, Héros, il est toujours là. Ce ne sont pas les supporters qui sont à l'origine de l'éviction de Héros. Il ne faut pas rêver. Je pense que c'est une stratégie mise en place par McCourt, hein, parce qu'il a compris tout simplement pour le business, il allait mettre Héros à un autre poste, entre guillemets, officieusement, histoire de calmer la pseudo-foule. Mais c'est pas vraiment la foule qui voulait calmer, c'est plutôt les politiques et le maire qui a commencé à ouvrir un peu sa bouche, et sachant qu'il y a des choses qui se passent en dessous, en sous-marin, fallait essayer de lisser un petit peu tout ça pour pouvoir discuter des vraies choses. Donc je pense qu'il est venu calmer tout ça parce qu'il y a du business à faire, et lui, il n'est pas là pour se soucier des supporters. Techniquement, il est propriétaire, donc les supporters peuvent blablater. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Il est propriétaire. Donc, s'il veut, il transforme l'OM en McDo. Il fait ce qu'il veut. C'est sa propriété. Donc, après, les supporters peuvent dire ouais, on va l'empêcher de le faire. Mais quelle guerre tu peux mener à quelqu'un qui est propriétaire de son club? Tu peux rien changer. Les politiques peuvent parler, mais techniquement, juridiquement, il est propriétaire, et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas modifier. Donc ça, c'est quelque chose qui a été pertinent, que j'ai trouvé pertinent dans son discours. En tout cas, il m'a dit après que en tant que supporter, voilà, lui supportait le club, et que voilà, il voulait croire en un nouveau projet. Il a conscience, il croit pas du tout à la vente parce que il estime que c'est beaucoup trop gros. Enfin bref, chacun a sa vision. Pour moi, il y a des preuves qui sont irréfutables. Après, chacun a sa vision, mais en tout cas, il estime que c'est beaucoup trop gros et qu'il faut, voilà, se contenter de ce qu'on a actuellement. Et si il y a une vente, il sera satisfait. Mais tant qu'il n'a pas de vente, il reste concentré sur le projet actuel, sur le projet à venir, en fonction de ce qu'il a. Et pour moi, c'est pas forcément mauvais, dans le sens où actuellement, il faut se concentrer sur la saison actuelle, il faut se concentrer sur la prochaine saison également, sans prendre en compte la vente, parce que la vente, ça reste hypothétique, hein, faut pas se mentir, on n'a pas de preuves euh, euh, tangibles. Moi, quand je dis c'est irréfutable, c'est parce que j'y crois, mais sinon, on n'a pas de preuves tangibles où là, je vais vous brandir un contrat et vous dire, voilà, ça, c'est la vente, c'est acté, c'est clair, demain, le club est vendu. Je ne peux pas, je n'ai pas de preuves. Donc, quand tu n'as pas de preuves, écoute, tu restes convaincu, mais sans preuve. Voilà, quelques petits indices, voilà, mais sans véritable preuve. Donc, à part ça, je suis obligé d'accepter sa vision parce que, voilà, c'est quelqu'un de réaliste, entre guillemets, parce qu'il reste dans le concret, il n'a pas envie d'aller dans les spéculations et dans les hypothèses. Il a le droit, c'est son droit, et donc je peux comprendre cet anti-OM qui veut croire en une amélioration des conditions de son club via le propriétaire actuel, car il n'y en a pas d'autres. Voilà. Et que les autres qui se prétendent prochains propriétaires, tout ça, il n'y a pas de preuves concrètes. Et donc,
avec le propriétaire actuel, il essaye de croire en une solution potable avec les moyens du bord que nous avons. Et ça, pour ça, bah moi je dis, c'est une bonne vision de supporter, tout simplement, parce que voilà, nous, on aime rêver. Moi, j'aime rêver. Donc, moi, forcément, quand on me parle des Saoudiens, j'aime rêver. Après, je suis pas un amateur. Je veux pas des Zlatan. Je cherche pas forcément des grands joueurs. Non. J'ai pas envie qu'on devienne comme le Qatar, parce qu'on est un club totalement différent. On n'a pas la même philosophie dans le football. On n'a pas la même âme. Et ça, c'est clair et net. Mais voilà, pouvoir ne plus me poser la question des finances de l'OM, ce serait déjà quelque chose qui, franchement, nous ferait souffler un bon coup. Parce que nous, on aime beaucoup, et ça, c'est une chose que je dis beaucoup aux supporters, on aime beaucoup se concentrer sur les finances de l'OM, jouer les comptables. Ça, c'est vraiment un problème en tant que supporter de jouer les comptables. Tous les jours, j'entends, oui, la DNCG, ceci, cela, patati, 6,5,3 à la bourse. Ouais, j'ai dit, ouais, les gars, mais oh, on n'est pas des spécialistes. Faut qu'on arrête ces conneries. Les mecs, on ne sait pas comment ça se passe. Si vous avez bien regardé, à chaque fois, on est passé. Donc à un moment donné, il faut vous poser la question. Si on passe à chaque fois, alors qu'à chaque fois, j'entends oui, on doit 200 millions, oui, 60 millions, oui, mais on doit ça. Et à la fin, on passe toujours. Les gars, c'est qu'on ne maîtrise pas, les gars. Il y a des trucs qu'on ne maîtrise pas. À un moment donné, il faut commencer à se dire, bon, comme on ne maîtrise pas, on va se calmer là-dessus, on va se concentrer sur les choses qu'on connaît, le football, sur le club en lui-même, les gens qui sont à l'intérieur du club, etc., etc. On va pas rentrer dans des finances, dans des trucs techniques parce qu'on n'a pas la maîtrise. Maintenant, après, quelqu'un qui se présente comme un média a le droit d'aller dans ces choses-là parce que voilà, c'est un média, il a cette recherche, entre guillemets, et je peux comprendre. Sur le point de vue du média, je peux comprendre. Mais sur le point de vue du supporter, simple supporter, bah en fait, non, je comprends pas. Je comprends pas le débat que tu peux avoir au niveau sur les finances du club, tout ça. Ça, c'est des trucs qu'on peut pas maîtriser. Et de toute façon, comme je dis, on est supporter. Comme le dit ce supporter, on est supporter. Et ça, c'est une chose. Voilà, on n'est pas propriétaire du club. On peut pas aller aussi loin parce que on ne saura jamais vraiment tout. Comment ça se passe? Est-ce que McCourt va... D'ailleurs, McCourt a été extrêmement mystérieux dans sa venue parce que il nous a rien dit. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc, je pense que c'est ce qui... C'est surtout ça qui crée cette espèce de bulle de nerfs et qui est prête à exploser. C'est parce que les gens se disent, mais attends, ce mec-là, il vient, il nous vend un nouveau concept avec une coupe aux grandes oreilles façon Di Maria, avec je ne sais quoi, avec je ne sais quoi. Mais avec quel argent? En fait, ça, c'est la question que les gens se sont posées. Avec quel argent, bordel de merde? Il n'y a pas de coup de pouce financier, on ne joue pas à FIFA. Ça sort pas comme ça. Donc, il faut nous expliquer un petit peu. Mais le problème, c'est que Marcourt, il n'est pas dans la philosophie, comme je vous ai dit, des supporters comptables. Il se dit pas, mes supporters, c'est des comptables, ils ont besoin que je leur sorte toute une feuille, un PowerPoint façon héros pour leur expliquer les montages financiers que je vais faire. Je suis propriétaire, je les rassure du genre, ouais, le club, vous inquiétez pas, je vais gérer. Et puis voilà, moi je pense que Macourt, il n'est pas dans cette philosophie de tout, d'être transparent sur ces points-là. Ça, c'est des choses qui relèvent du business et qui relèvent pas du sport. Et il a dit, on va rentrer spécifiquement dans le sportif. Là, on va faire que du sportif. Et donc, forcément, il allait pas forcément vendre et dire, ouais, je vais mettre 200 millions, 300 millions. Il veut plus. Il a dit, on va parler que du sportif. Donc, sur son dialogue, c'est pas faux ce qu'il a fait, puisqu'au final, il nous a pas donné de chiffres, il nous a rien donné. Mais ça a fonctionné, puisque les groupes de supporters ont accepté ce qu'il a proposé. Alors, maintenant, il y a des spéculations sur pourquoi ils ont accepté, on ne sait pas. Et c'est pour ça que je vais revenir maintenant sur les pros, les pros ventes, parce que il faut savoir que cette vente, c'est un espoir. C'est un espoir, déjà, première donnée. Pour un supporter, déjà, c'est quelque chose où tu te dis, putain, il y a un espoir. Alors, Ajroudi, ça, c'est un blaireau, ce mec-là. Moi, j'étais pas dans ce délire. Les bails de Ajroudi, tout ça, Boudjela, j'y étais pas dedans. J'y ai pas cru une seconde.
parce que pour moi, c'était pas stable, ça reposait sur rien. C'était un foutoir, c'était un bordel sans nom. Et pour moi, ça tenait pas. Par contre, le travail de fond de Vésirian a été intéressant. Là, sur le coup, là, je me suis dit, il y a peut-être un truc. Il y a peut-être un truc. Mais quand j'ai commencé à voir tout ce qu'il a amené, je me suis dit, on peut peut-être y croire. Peut-être. Mais dès que j'ai vu ensuite Massilia Football commencer à sortir pas mal de choses, j'ai dit, oula, il commence à y avoir des gens qui ont des infos, là. Ça commence à être quelque chose peut-être de sérieux. Et jusqu'à maintenant, bah, on a quand même pas mal d'infos là-dessus. Donc, je reste quand même sur mes gardes, hein, parce que... Mais bon, je me dis, quand les gens ils vont aussi loin dans la fake news, c'est que c'est pas vraiment une fake news. Il y a quand même du vrai, parce que pousser le bouchon aussi loin, faut le faire. Enfin, franchement, surtout dans un monde des réseaux sociaux où derrière tu peux te faire vraiment laminer, comme je dis, laminer au point de vouloir sauter par la fenêtre. Alors là, moi, je peux te dire qu'il faut mieux pas essayer, surtout avec les supporters de l'Olympique de Marseille. Leur vendre du rêve comme ça et derrière dire ah bah poisson d'avril. Alors là, mon gars, je sais pas si ton poisson d'avril il va passer, hein. Ah non, là, je crois que tu vas être brûlé et grillé en même temps que ton poisson. Donc ça marchera pas. Ça marchera pas. Pour moi, je ne sens pas la fake news. Pour moi, il y a du vrai, il y a de vrais contacts, il y a de vraies choses qui se passent. Maintenant, j'y crois, mais je n'ai pas de, je n'ai pas quelque chose de suffisamment clair et net pour dire j'en suis sûr à 100%. C'est ça le problème. Je suis sûr à 90%. Et je pense que la majorité des gens qui sont pour la vente, ils sont dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que premièrement, ils y croient parce qu'ils ont l'espoir du supporter, de vouloir changer d'air, de pouvoir rentrer dans une nouvelle ère. Parce que moi, j'ai toujours dit, hein, c'est ce que je dis aux supporters du Paris Saint-Germain, l'ère qatari, c'est votre ère. Mais à chaque fois, il faut savoir que dans le football, bah, ça finit toujours par changer et ça devient l'ère de quelqu'un d'autre. Donc, à un moment donné, je suis désolé, vous avez beau être Qatari, tout ça, mais à un moment donné, il y a d'autres clubs qui vont aussi avoir les moyens que vous avez. Il y a d'autres clubs qui vont avoir. Et voilà, je me dis dans ma tête, c'est peut-être l'ère de l'Olympique de Marseille de pouvoir amener des moyens. Et avec un club comme l'OM, je suis sûr, la deuxième étoile, on la prend avant Paris. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut regarder aussi Paris. Peut-être cette année, ils peuvent arriver en finale. Donc, on va pas parler trop tôt. Mais j'y crois fortement et en tout cas je l'espère énormément et puis voilà donc ce conflit sur les réseaux sociaux devient vraiment chiant parce que le problème c'est que souvent, il y a des gens qui partagent des éléments de vente et forcément sur les commentaires, vous avez des tonnes de personnes, mais arrête tes conneries, toi aussi ta vente, tu y crois encore, ça fait chier, les supporters tout le temps avec leur vente et je peux comprendre que ça fait chier parce que des fois aussi, il faut se concentrer aussi sur l'équipe actuelle, sur ce qui se passe actuellement dans le club que de tout le temps parler de vente. Ça, je suis totalement d'accord, mais je trouve que certains médias le font très bien, arrivent à parler de vente tout en parlant aussi de ce qui se passe actuellement au club. Donc voilà, je pense qu'il y a un juste milieu qu'il faut avoir et je pense que beaucoup de médias ont ce juste milieu-là. Donc il ne faut pas forcément mettre tout le monde dans le même plat. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont à fond vente et qui s'en servent pour faire de plus grosses audiences, entre guillemets, sur leur page perso, sur leur chaîne ou je ne sais rien. Et il y en a qui modèrent un petit peu, qui parlent de vente quand ils ont des infos parce que ce sont des médias. Et je répète bien, parce qu'ils se vendent comme des médias et donc ils agissent comme des médias. Après, il y a des gens qui sont totalement simples comme moi. Moi, je ne suis pas du tout un média. Je parle pour moi et je veux juste échanger simplement avec les supporters. C'est plus mon kiff à moi et je développe mon propre truc pour pouvoir discuter, échanger entre supporters et rien de plus, quoi. Je cherche pas à devenir un média. Et voilà, donc
le problème, c'est que voilà, c'est que Internet, enfin, le monde des supporters de l'Olympique de Marseille tourne autour de cet inconnu-là, cet inconnu de vente et de ce conflit que ça crée entre ceux qui veulent rester dans le réalisme, entre guillemets, et ceux qui veulent quand même rêver un petit peu. Donc voilà, donc il y a un véritable conflit, des insultes fusent. Et il n'y a pas forcément des bons dans les deux, des mauvais ou des bons dans les deux côtés. Je pense que les deux côtés ont raison et ont tort en même temps, dans le sens où c'est vrai, on a le droit de croire en la vente, mais il faut aussi rester réaliste entre guillemets, et on a le droit d'être réaliste, mais ça n'empêche pas de rêver parce qu'on est des supporters. Et donc, étant donné que nous ne tenons pas les rênes du club, on a le droit aussi de rêver. Hein. C'est pas pour rien qu'on joue à FIFA avec l'Olympique de Marseille, qu'on se fait des coups de pouce financiers de 500 millions et qu'on s'achète qui on veut. Donc, on a le droit de rêver. On a le droit de rêver que ça se réalise. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de casser les bonbons. Donc, pour ça, je suis d'accord avec les deux parties. Voilà. Donc après, c'est la beauté de l'Olympique de Marseille, hein, vous savez. Les supporters, ils sont chauds. Et je suis sûr que si ça se fait, ça va être le bordel. Ça va être le bordel et ça va être magnifique, quoi. Moi, je pense que ça va être magnifique. Donc voilà, c'était le petit point vente. Enfin, un petit point vente, il a duré quand même 15 minutes, je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était le petit point vente. Et puis voilà, on va clôturer tout ça. Alors pour terminer, pour clôturer, on va parler de l'effet Sampaoli. Alors pourquoi je parle de l'effet Sampaoli? Tout simplement parce que j'ai lu un article qui disait tout simplement que certains joueurs n'arrivaient plus à l'entraînement, n'y arrivaient plus et que Sampaoli devenait un petit peu tyrannique avec les jeunes, avec les minots et que ça devenait pesant d'après certains articles. Alors, c'était pas l'équipe. Donc voilà, bon, de toute façon, personne ne lit l'équipe quand on est supporter de Marseille, ça sert à rien. Euh, je sais plus si c'était sur Foot Mercato que j'ai regardé cette info. Je pense que c'était sur Foot Mercato. Euh, Ça m'a étonné et en même temps ça ne m'a pas étonné. Donc du coup je voulais parler justement de l'effet Sampaoli. Est-ce que ça a eu un effet? Est-ce que son effet fonctionne? Est-ce que voilà, est-ce que les joueurs le ressentent bien? Alors il faut savoir que déjà quand Sampaoli est arrivé, il y a eu une petite nostalgie Bielsa qui s'est installée au sein de l'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient voulu vivre cette époque Bielsa au sein de l'Olympique de Marseille. Donc forcément, les gens se sont dit, ah peut-être qu'on va vivre cette période Bielsa. Mais bon, il faut savoir que Bielsa, quand il est arrivé, il a eu la possibilité de faire quand même presque toute une saison. Donc ce que Sampaoli ne peut pas encore faire. Donc je pense que déjà là on n'aura pas totalement l'effet Sampaoli. Il n'a pas les joueurs qu'il faut. Mais en tout cas les joueurs ont eu la volonté en tout cas de pouvoir suivre euh, les directives du coach. Et ce que j'aime avec Sampaoli surtout, c'est que c'est un coach très autoritaire. C'est-à-dire qu'en gros, il se place au-dessus de tout au centre d'entraînement. C'est un entraîneur qui véritablement ne place pas les joueurs sur un piédestal. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que soit tu es avec lui, soit tu es contre lui. Dans tous les cas, lui, si tu fais pas le taf, bah, il te dégage. Et ça, j'aime beaucoup parce que quand je l'ai vu sortir Alvaro, c'est là que j'ai compris que sa vision du football ne reposait pas que sur les individus. C'est une philosophie qui repose aussi sur l'efficacité de l'équipe dans son entièreté. Et donc, quand il faut qu'il sorte un joueur qui soit un joueur emblématique du club ou pas, il le fera. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup chez cet entraîneur. Il a amené quand même une certaine rigueur à l'entraînement. Ça s'est vu, hein, notamment les résultats sont très, très intéressants sur Payet parce que je trouve que Payet il s'est grave affiné. Lui-même a dit que la seule chose auquel il s'entraînait pas, je crois, c'était dormir, tellement que les mecs ils passaient tout le temps
au taf, il t'a fait. Bah, ça, c'est très intéressant de voir ce changement chez Payet parce que ça lui a mis un coup de peps. Mais je pense qu'il a compris de toute façon qu'il pouvait pas dormir avec Sampaoli et que s'il dormait, bah, il allait finir sur le banc jusqu'à la fin de sa carrière, hein. OM à vie, limite, il allait faire ramasseur de balles. Donc, il avait besoin de se relever et de se donner à fond. Et c'est ce qu'il fait à l'entraînement, d'après les échos de certains médias. Donc, ça, c'est très intéressant. Et pour moi, l'effet Sampaoli repose avant tout sur une certaine rigueur, je pense. D'abord, Sampaoli, son objectif, c'est de mettre au pas les joueurs, c'est-à-dire que de les faire, en fait, de les faire respecter l'institution olympique de Marseille et de les faire comprendre ce que ça représente. Pour moi, ça, c'est ma vision. Je pense que Sampaoli, il n'est pas encore à fond euh, dans le jeu. Ce qu'il veut, c'est d'abord que la psychologie change chez les joueurs. Ils étaient dans des psychologies complètement, complètement ridicules, notamment sous Villas-Boas, hein. J'ai détesté la mentalité de Villas-Boas, de tout le temps faire copain-copain, de faire des entraînements totalement légers. Tu fais ça quand ton équipe, elle démonte tout le monde et elle continue tout le temps de gagner. Mais quand ton équipe fait des mauvaises performances, il faut que tu sois dur sur l'homme, il faut que tu les malmènes un petit peu pour qu'ils comprennent que, oh les gars, faut se réveiller, faut qu'on s'entraîne, faut que ce soit dur, faut qu'on souffre un petit peu, faut qu'on se donne à fond pour pouvoir relever la tête. Et malheureusement, Villas-Boas continuait ses entraînements classiques, entre potes, on se fait un petit baby, enfin j'en sais rien moi, mais bon, c'était trop léger. Et moi je trouve que Sampaoli, lui, dès qu'il est arrivé, je pense qu'il a posé le décor, il a dit, hey, les gars, ici c'est pas comme ça, moi c'est Sampaoli, les gars ça taffe, si vous taffez pas, vous dégagez, moi j'ai pas le temps. C'est moi l'entraîneur, c'est moi le boss. Si vous n'êtes pas content, c'est la même. Et je pense que les joueurs ils ont compris tout de suite, hein, salaire, gros salaire ou pas gros salaire. Sampaoli, voilà, quand il veut insuffler quelque chose, il le fait. Et je pense que déjà en plus il a un regard assez froid. Et je pense qu'il d'abord il a mis en respect d'abord tous les joueurs. Et il leur a prouvé tout simplement qu'avec de l'envie, de la volonté, on pouvait gagner un match. Le premier match qu'il a, qu'il a fait sur le banc en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille, on a bien vu la dynamique insufflée. Tous les joueurs, ils avaient envie de jouer dans le style Sampaoli. On a senti qu'ils avaient envie réellement de pouvoir maîtriser le style de jeu de Sampaoli. On sent que les joueurs, ils en ont envie. Et donc, ça, ils ont été récompensés, bien évidemment, par une victoire. Et ça prouve que les joueurs, bah, en fait, son discours, ça fonctionne. Les joueurs, ils ont compris que si ils veulent réellement réussir, il va falloir se donner à fond, il va falloir se buter sur le terrain. Et ça, c'est à l'image du club, parce que le club, c'est comme ça, c'est sa philosophie, droit au but, on ne lâche jamais rien. Et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut respecter ce maillot. Donc avant tout, il faut respecter le maillot pour lequel tu joues. Il y a une histoire derrière ce maillot, il y a une histoire derrière ce club, et les joueurs doivent apprendre à ou réapprendre à respecter ce maillot. Et ça, je trouve que dans son discours, c'est très intéressant. C'est très intéressant et j'espère qu'il va nous prouver qu'il est capable de transformer certains, notamment Balardi, que je trouve de mieux en mieux. Donc, il y a du bon. Après, il y a des joueurs que j'éjecte, hein, je vous ai dit, Thauvin, dehors. Payet, je le conserve pour l'instant. Mandanda, de, encore une saison et après, prends ta retraite, frère. Je pense que ça y est, c'est bon. C'est bon, prends ta retraite, c'est fini. Donc voilà, il y a des joueurs après, tout le reste, ils dégagent, j'en ai pas besoin. Luis Enrique, on est obligé de le garder, on l'a acheté. Donc je veux qu'il se réveille un petit peu et qu'il commence à être dangereux dans le jeu. Mais mis à part ça, voilà. Mis à part ça, pour le reste, il y a un début. Il y a un début et il faut avoir confiance en Sampaoli, en son travail, et je pense qu'il sera capable de faire quelque chose. En tout cas, concernant ce qui a été dit dans les médias vis-à-vis des minots qui auraient été malmenés, moi je pense que c'est une bonne chose que les minots soient malmenés. Il faut qu'ils comprennent que le haut niveau, l'équipe première,
bah c'est pas ce qui était sous Villas-Boas, hein. C'est pas gentil gentil, c'est méchant, c'est dur et qu'il va falloir qu'ils taffent comme de vrais monstres s'ils veulent pouvoir réussir à jouer en équipe première, surtout avec avec les joueurs, donc avec les joueurs de l'équipe première, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant quand même, qu'il soit quand même assez dur sur l'homme, parce que pour moi, il a besoin de montrer déjà son autorité, parce que voilà, en tant qu'entraîneur, maintenant, il faut que les gens ils comprennent que l'entraîneur, c'est le boss. Hein, on n'en a rien à foutre du statut, gros joueur, pas gros joueur. L'entraîneur, c'est le boss. Soit tu suis, soit tu te casses. Et moi, je trouve que c'est très intéressant. Donc voilà, donc ça, c'était le petit moment où je voulais parler un petit peu de l'effet Sampaoli parce que je trouve que ça fonctionne, ça commence à fonctionner. Je pense que ça va donner ses fruits dans les 3 derniers matchs du championnat. Et puis on passera à la suite, on verra bien s'il y aura vente ou pas vente. Hein, les pro-ventes seront surpris et très heureux, je pense. Et non, les pro-ventes ne seront pas surpris. Mais surtout très heureux, et les anti-ventes seront très surpris et très heureux. Ah, donc voilà, donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, moi, je vous laisse là. Ça fait quand même 56 minutes pour ce premier grand podcast, hein, faut se dire. J'essaierai d'en faire un tous les lundis où je parlerai un petit peu de certains sujets de l'Olympique de Marseille. Et après, je ferai des mini podcasts, peut-être en semaine, ou des débriefs avant, juste après le match, quoi, juste après le match, surtout, où je ferai des débriefs juste après le match pour les publier très rapidement sur la chaîne. Et donc, je vous laisse vous abonner, hein, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et surtout, me suivre sur la page Instagram OM Revolt. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Et je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée si je l'ai publié ce soir. Et enfin, une bonne soirée plutôt. Si je l'ai publié ce soir. Et une bonne journée si je le publie le mardi matin. Mais je pense que je vais le publier ce soir. Donc voilà. Et puis je vous dis allez l'OM, hein, allez l'OM et à la prochaine.